Je voulais remercier Migration Santé de m'avoir invité à faire cette modération, surtout sur un sujet où la surmédiatisation empêche effectivement d'identifier les causes réelles de la radicalisation et la radicalité. Cette question, elle ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez bien, puisque depuis 1968 et même avant, les Brigades Rouges faisaient partie des radicalisations. Aujourd'hui, c'est encore dans un contexte géopolitique mondial que se situe cette radicalisation. C'est un contexte où l'aiguisement de la fracture sociale va faciliter effectivement cette radicalisation. Et ces bassins de misère qui existent dans beaucoup de pays et qui influent sur les situations de radicalisation en Europe sont détournés de leurs vraies raisons. Et souvent, on considère qu'il y a deux civilisations, la civilisation orientale et la civilisation occidentale. Bien sûr, la civilisation orientale est archaïque, la civilisation occidentale est effectivement moderne. Et on cache les vrais problèmes, comme on le verra sûrement, comme on l'a sûrement vu dans des interventions. Alors, là, je pense que pendant une journée et demie, on a fait une approche un peu théorique, ainsi que politique, ainsi que sociologique et anthropologique des questions de radicalisation. Aujourd'hui, la parole est donnée aux acteurs de terrain. En principe, Madame Mina devait être là, mais comme elle n'est pas là, je vous parlerai de ce qu'elle voulait dire par la suite. Non, ça va. Non, c'est bon là, ici. C'est bon. Je peux même enlever ça, hein, j'ai une voix qui porte, ça va. Saïd Al-Alami, je donnerai la parole à Saïd Al-Alami, qui est un acteur associatif. Il est éducateur social. Il est membre du collectif de travail sur la question de la radicalisation à Bruxelles, mais il fait part de l'expérience des radicaux libres dans le quartier nord de Bruxelles. Une expérience interpartenariale, apparemment, qui regroupe les acteurs sociaux, les psychologues et des éducateurs. À toi. Je peux prendre... Ah. D'accord, merci. Bon après-midi à tout le monde. Je vais relater surtout une expérience qu'on a menée à Bruxelles, dans un quartier qui se trouve dans la commune de Schaerbeek. Donc, il y a beaucoup de beeks à Bruxelles. Donc, il y a Molenbeek, mais il y a aussi Schaerbeek. Molenbeek, je crois qu'il est connu, hein, mais Schaerbeek un peu moins. Je vais surtout parler... je ne vais pas aborder la question de la radicalité, parce que je crois qu'on l'a abordée en long et en large. On l'a abordé en long et en large, et surtout, moi, dans notre collectif, on n'a pas abordé la question de la radicalité d'une manière frontale, parce qu'on pense sincèrement que c'est très facile de travailler avec un jeune qui porte ou qui fait un fait délinquant, parce que c'est difficile pour nous aussi de l'appeler délinquant, que faire bouger toute une institution. Et l'institution à laquelle on s'est intéressé, c'est l'institution scolaire, c'est l'école. Et donc, dans ce collectif qu'on a créé, comme disait Hayat, il est composé d'un psychiatre, un psychologue, un anthropologue, un assistant social, enseignant et éducateur. Et le travail que nous faisons, il est très très simple. J'essaie de trouver mon document, excusez-moi. Voilà. Il va arriver. Non, il va sortir maintenant. Donc,
On a appelé les radicaux libres tout simplement par provocation peut-être, parce qu'on se disait qu'un radical, c'est quelqu'un qui finalement se révolte sur une situation donnée, sur un constat, enfin je dirais un état bien établi. On peut penser également que peut-être Martin Luther King était un radical parce qu'il s'est levé contre la société américaine qui était ségrégationniste. Un Mandela, par exemple, il s'est révolté, mais c'est un radical parce qu'il voulait changer les normes de la société, et je crois que c'est un radical. Et donc, peut-être par provocation qu'on a appelé les radicaux libres, et c'est un collectif qui a travaillé sur l'adolescence et l'école surtout, et l'accrochage scolaire pendant quand même une dizaine d'années. Et après, on ne voulait pas rentrer dans cette course au projet sur la radicalisation, parce qu'effectivement, à la fois la commune de Schaerbeek et la ville de Bruxelles et la région et au-delà la Belgique, ils ont quand même déboursé énormément de fonds pour justement s'attaquer à la radicalisation. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs qui ont existé et qui existent toujours sur la radicalisation et comment à la fois travailler à la fois psychologiquement, sociologiquement et tout le dispositif qu'on peut imaginer. Et donc ça existe aussi à Bruxelles et ça existe aussi à la commune de Schaerbeek. Mais effectivement, nous, on a continué notre travail sur justement les causes peut-être qui pourraient, et je crois que ça a été évoqué à plusieurs reprises ici, qui pourraient amener à cette radicalisation. Et une des causes que nous avons relevées, c'est effectivement l'échec scolaire et le rejet, effectivement. Quelqu'un ce matin a parlé de la relégation dans le processus de la scolarité de certains gamins dans des quartiers difficiles. Et cette relégation, bien sûr, ça existe effectivement. On a ce qu'on a appelé à Bruxelles l'école de la discrimination positive. Et donc déjà, étiqueter discrimination positive, ça veut dire effectivement que c'est une école, entre guillemets, poubelle. C'est une école où on relègue tous ceux qui n'ont pas les compétences et la tête bien formée pour continuer les études en général. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne ici à Paris, en France, mais il y a, si vous voulez, trois tendances, trois voies pour faire sa scolarité. La voie générale, c'est la voie libre, c'est vraiment l'autoroute pour avoir accès à toutes les études possibles et imaginables. Et il y a le technique, que ce soit technique de transition, technique de qualification, mais il y a aussi le professionnel. Mais le problème avec le professionnel, c'est qu'il est vraiment dévalorisé. On met en professionnel uniquement ceux qui ont raté par ailleurs. Et du coup, il n'est pas valorisé alors qu'effectivement, à Bruxelles, on manque de manuels, de techniciens qui pourraient faire un travail intéressant. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à ce, je veux dire, l'objet de notre travail, c'est la scolarité, en fait. Alors, pour donner une idée de ce collectif, en fait, on travaille plusieurs services. Donc, on a un service de santé mentale, on a ce qu'on appelle le PMS psychomédico-social, donc c'est le service qui s'occupe de l'orientation scolaire. On a un service d'aide à la jeunesse, donc c'est un service qui est décentralisé dans les quartiers dits difficiles. On a des enseignants dans les écoles avoisinantes et on a des associations qui s'occupent un peu des activités après les heures scolaires. Donc, pour essayer de vous donner un peu une idée, on travaille dans un quartier qui n'est pas très très grand, quelques pâtés de maisons, mais en même temps, c'est un quartier où il y a une densité de population
incroyable. Donc, c'est un quartier du nord de la ville de Bruxelles. Et c'est un quartier où il y a on peut dire, multi-ethnique. Il y a des communautés qui existent dans ce quartier depuis quelques années, des dizaines d'années, et il y en a qui viennent juste d'arriver. Donc, on a une communauté turque qui est bien implantée. Et d'ailleurs, ils ont baptisé le petit quartier la Petite Anatolie, où on trouve les restaurants turcs, où ils vendent les pidés, les pizzas turques. Hein. Et il y a une communauté marocaine, maghrébine, qui est bien implantée aussi. Maintenant, on voit arriver des communautés des pays de l'Est. Donc, on a les Bulgares, les Hongrois qui s'installent. Et on a les derniers arrivés, ce sont les Syriens. Et les Syriens qui sont arrivés, ce sont plutôt les Syriens d'hommes. Donc, les Syriens, les Roms orientaux, quoi. Hein. Donc, et c'est une population qui vit sur le même mode de vie que les Roms européens. Donc, ils ont un mode de vie qui est tout à fait différent. Ça, pour vous situer, pour accentuer un peu l'image, on a 6 mosquées, on a 3 églises, on a une synagogue et on a le ministère des Affaires religieuses turc qui est implanté Donc, on est en plein dans le fait religieux. Donc, la religion est omniprésente dans notre quartier. Et on a créé récemment une école musulmane qui s'appelle La Vertu. Et donc, la religion est omniprésente. Et comment faire vivre toutes ces communautés dans ce quartier si les communautés sont juxtaposées et il n'y a pas de lien entre eux? Et la question qui se posait à nous, comment faire vivre toutes ces communautés sans qu'il y ait justement sans que les référentiels culturels s'interfèrent dans les relations individuelles. Parce que ça se ressent à la fois dans les écoles et ça se ressent aussi même dans la rue, dans le sens où un barbu qui voit une Hongroise en mini-jupe, il se permet de lui faire la remarque. Voilà. Et donc, pour vous donner un exemple. Excusez-moi, je vais boire un... Et donc, je disais que le fait religieux est très présent et qui parfois régule carrément les relations humaines. Et comme les religions ou le référentiel religieux parfois est un peu éloigné, ça pose parfois réellement de problèmes dans les écoles ou même dans la rue, comme j'ai expliqué. Alors, ce que nous, dans ce collectif, ce qu'on faisait, c'est effectivement, on a une réunion mensuelle, à l'instar de ce que j'ai entendu hier, des réunions pour les passeurs et quand la personne a parlé de la santé, médecine de santé, c'est un peu la même chose. Donc, ce qu'on fait, c'est des intervisions, réunions avec tous ces intervenants. On prend une situation, soit qu'on a reçue dans les services, dans les permanences sociales, ou alors une situation que la personne, qu'on a ramenée, ou alors que la personne souhaite avoir un éclaircissement parce que les angles de vue sont tout à fait différents qu'un psychologue ou un assistant social qui suit la situation. Nous avons effectivement un point commun, c'est qu'on travaille tous, que ce soit santé mentale, parce qu'ils ont
une section adolescent, l'aide à la jeunesse, les écoles. Notre point commun, c'est vraiment les jeunes. Donc, on travaille essentiellement avec les jeunes, bien sûr, avec leurs familles également. On a deux façons de travailler, soit comme je disais, les permanences sociales et aussi les actions collectives. Comment dire les actions collectives? C'est surtout les animations que nous menons dans les classes des écoles sur des thématiques qui posent problème. Par exemple, la question du genre. La question du genre pose réellement problème dans les classes. Et comment amener les jeunes à avoir une espèce de comment dirais-je, de valeurs communes qui ne soient pas en contradiction avec leur référentiel. Parce qu'effectivement, il y a une présence très forte de la religion dans le quartier et qui interfère parfois même dans les... Et donc, les sujets qu'on aborde, par exemple la question du genre, filles-garçons, et on a constitué une mallette pédagogique. Et cette mallette pédagogique, il y a quelques exercices, il y a quelques films qui sont plutôt un support pour créer le débat avec les jeunes. Bien sûr, on a deux intervenants par classe et un intervenant qui plutôt anime et l'autre plutôt observe un peu pour justement faire un débriefing avec l'ensemble du collectif le moment des réunions mensuelles. Et on le fait effectivement exprès parce que la question du genre, dans le débat, ça ramène justement la question de la religion. Est-ce que me dit mon père? Est-ce que m'a dit ma mère? Et donc, comment à la fois relativiser les valeurs qui sont bien ancrées, comment plutôt pas les valoriser, pas les relativiser, mais plutôt les confronter à d'autres valeurs pour que ça ne soit pas vraiment un dogme, mais que ça soit quelque chose avec laquelle on peut vivre à travers l'autre, effectivement. Et donc ça anime plutôt les classes. Et contrairement à ce que certains voulaient nous faire croire au début, mais ça prend vraiment de l'ampleur et les classes, les élèves en demandent vraiment parce que ça manque dans les classes d'avoir un conseil où il y a un débat. Donc les profs, ce n'est pas leur travail c'est de donner cours, leur travail c'est d'apprendre la conjugaison, les maths et tout ça, mais comment vivre ensemble, ce n'est pas leur rôle. Donc, l'école doit s'ouvrir aussi aux intervenants extérieurs pour justement amener cette dimension de vivre ensemble. Alors, dans les questions, effectivement, dans les actions collectives, on parle aussi de l'éducation, ce qu'on appelle les VRAS, donc relations sexuelles et affectives. Et la question de la sexualité, surtout chez les ados, soit elle est complètement taboue, soit elle est complètement, comment on appelle ça, utilisée d'une manière tout à fait abjecte, quoi, hein. Donc parfois les gamins parlent de quelque chose de... Voilà. Je ne trouve pas le mot, mais vous avez compris. Alors, on a créé aussi un dispositif interne, ce qu'on appelle le DIAS, un dispositif interne pour l'accrochage scolaire. Et ce dispositif interne, parce qu'on est, après quelques années, on s'est dit que ça serait intéressant non seulement de travailler avec les élèves, mais aussi de travailler avec les profs. Comment amener les profs à adhérer à une méthode tout à fait simple, c'est effectivement d'amener une situation à laquelle le prof a été confronté, au lieu de la balayer d'un revers de la main, de la prendre et en discuter. Et
Au début, les profs étaient vraiment très réticents à l'idée de discuter parce qu'ils ressentent comme une agression, dire voilà, il n'a pas su travailler avec un élève ou alors son autorité a été déforcée. Mais petit à petit, les profs commencent à dire effectivement, si un gamin qui est compris, écouté, eh ben, ça peut faciliter un peu le travail dans la classe. Et ce dispositif commence à... on a commencé par une école, maintenant on a 3 écoles sur lesquelles on travaille, avec lesquelles on travaille. Et non seulement les profs parfois sont demandeurs, mais aussi la direction, et ça c'est une bonne chose pour nous. Il y en a même qui l'ont repris dans leur projet pédagogique. Donc, la 4e chose sur laquelle on travaille, c'est aussi les cercles de parole, que ce soit dans les écoles ou dans les services, parce qu'on a aussi des groupes de jeunes qui viennent chez nous pour l'une ou l'autre activité, l'un ou l'autre projet. Et donc, on a instauré aussi cette idée de cercle de parole. Parce qu'effectivement, les lieux de parole de groupe, eh ben, ça manque réellement. On a des entretiens individuels lorsque le gamin vient avec, ou la gamine vient avec quelque chose qui lui pose problème, mais rare les moments où on reçoit un groupe de jeunes, que ce soit filles, garçons ou mélangés, et qui discutent de quelque chose qui les tracasse en tant que groupe et pas en tant qu'individu. Alors, autre chose sur laquelle nous travaillons, eh ben, c'est effectivement créer le réseau. Le collectif est en soi un réseau, mais on essaie de l'agrandir pour que ça couvre le territoire de la commune de Schaerbeek. Et dans ce sens-là, on a effectivement créé ce qu'on appelle la coordination sociale schaerbékoise, enfin plutôt on s'est inséré dans cette coordination sociale schaerbékoise qui regroupe une 50aine d'associations. Et là aussi, une réunion par mois sur les sujets qui... on travaille surtout sur la précarité. Sur la précarité et justement l'avancement de cette... la précarité augmente de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance un peu dans les différentes... en tout cas en Belgique, les différentes réformes de l'État, il y a moins en moins de deniers publics à distribuer pour justement contrer cette précarité. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette coordination sociale? Eh bien, je donne un exemple. On a constaté que la modernité crée de la précarité. Comment? Eh bien, on a de plus en plus accès, pour régler un service, on doit passer par Internet. Par exemple, on a remarqué que les personnes, il y a une bourse d'études, les parents ne demandent plus de bourse d'études parce qu'ils ne savent pas l'introduire via Internet. On ne sait plus le faire par papier, eh bien, on doit le faire par Internet. Et du coup, il y a certains, soit qui viennent dans les services pour qu'on les aide à remplir sur les sites adéquats, ou ceux qui ne savent pas qu'il y a moyen, ils ne le font pas. Et donc, parfois, ça pose problème. Et maintenant, en tout cas, il y a de plus en plus de services qu'on doit absolument faire via Internet. Et comme, une frange de population qui n'a pas encore accès à Internet, on peut dire qu'ils ont tous un GSM, mais un ordinateur pour régler certaines choses, ce n'est pas facile. Et même s'ils ont un GSM, parfois pour les questions administratives, ça ne rentre pas dans le mode d'utilisation des GSM. Et donc, on fait des interpellations. Donc, on interpelle à travers soit un article ou des articles dans les journaux, soit locaux, soit régionaux. Et aussi, on invite des personnalités. La dernière qu'on a invitée, c'est une dame qui a travaillé ici en France sur la question de la radicalisation des jeunes
qui s'appelle Madame Danielle Espen. Je ne sais pas si elle est connue ici, mais en tout cas, nous, on l'a invitée. Et elle a un super livre. Je ne fais pas la promo, mais je le trouve vraiment très intéressant. C'est « Dérive adolescente de la délinquance au djihadisme ». Donc, c'est une personne qui a travaillé au service de protection de la jeunesse, protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est un livre qu'il a bien, dans lequel il a relaté un peu ses expériences. Et surtout, comme je disais au début, elle expliquait effectivement que parfois c'est très facile de travailler avec un jeune, mais c'est très difficile de faire bouger une institution. Voilà. Et donc ça, c'est les types d'interpellations. Bien sûr, on interpelle nos mandataires politiques sur l'une ou l'autre situation. Voilà. Et donc, effectivement, comme je disais au début, la question de la radicalité des jeunes, on la traite en amont et jamais de front, parce que les sujets sur lesquels on travaille ramènent justement cette radicalité, ce questionnement sur la radicalité. Alors, je pense que j'ai un peu tout dit, sauf que, je répète encore, la violence institutionnelle, parfois, elle est très, très difficile à faire bouger, enfin, je dirais à contrer. Et parfois, on remarque surtout la violence de réaction des jeunes. Voilà. Je vous remercie. Je suis à vous pour les questions, si on a. Saïd, non, allez. Non, Saïd. Oui, c'est Saïd. Merci, Saïd. C'est vrai que tu as probablement donné l'expérience d'une action qui ne réagit pas frontalement avec les cas de radicalité. On a un travail en amont, entre guillemets, en amont. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que, d'une part, c'est par des dispositifs très larges qui mêlent médecins, psychologues, enseignants, etc., que cela pourrait répondre à des situations complexes, souvent parmi des jeunes qui sont souvent défavorisés. D'autre part, il y a une question qui me semble intéressante, c'est le lien que vous avez, à mon sens, en tant que médiateur, finalement, entre l'enseignant et l'élève, par rapport à ces questions. En ce qui concerne le quartier lui-même, le religieux, je pense qu'il y a tout un débat sur ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Et je pense que Majid, lui, pourrait intervenir sur cette question et je lui donnerai effectivement la parole. Majid, excuse-moi, je ne retrouve pas mes petits papiers.